Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin. Vous êtes évidemment ancien Premier ministre, auteur du livre Zemmour, l'anti-républicain. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et on va bien sûr parler de cette campagne présidentielle. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Yann. Bonjour Monsieur Valls. Bonjour. Emmanuel Valls, Emmanuel Macron a donc réuni hier soir les États partenaires européens et africains pour faire un point sur le dispositif français au Sahel. Il devrait acter le retrait des troupes du Mali et un redéploiement dans la région. Aujourd'hui, on constate au Mali un retour des djihadistes et même de nouveaux groupes djihadistes, de nouveaux groupes terroristes qui voient le jour. L'opération, elle a été déclenchée en 2013. Elle s'appelait Serval à l'époque, elle est devenue Barkhane. Elle a été déclenchée par François Hollande. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que c'est un échec, voire un fiasco ? Non. Non, parce que sans l'intervention de 2013, sans la présence des soldats français, de partenaires européens et africains qui les accompagnaient, aujourd'hui, le Mali serait un État démembré ou dans les mains des terroristes. En revanche, je crois que la France et ses partenaires ont raison de tirer les conséquences de la situation politique malienne, suite à 2 coups d'État, à une junte dont on voit bien qu'elle est dans une logique d'affrontement avec la France. En revanche, je crois que ce qui est très important, c'est que d'une manière ou d'une autre, on verra quelle est la nature des annonces, la France soit présente dans ce Sahel, parce qu'il en va de la sécurité de nos partenaires, dans des pays, nous le savons, qui sont fragiles d'un point de vue politique, économique, avec des défis démographiques notamment tout à fait considérables, pour assurer leur sécurité, mais pour assurer aussi donc, notre sécurité. Il faut se retirer du Mali, mais se redéployer dans le Sahel pour vous. Je crois que c'est la logique des décisions qui vont être prises, même si c'est difficile, et même si moi je considère toujours qu'il faut garder non seulement une présence, mais une capacité d'action rapide sur le secteur. Rapide, c'est vrai qu'on parle par exemple de la force Takuba, qui est une force spéciale, qui est plus réduite que l'opération Barkhane. Est-ce que c'est de ça dont vous parlez ? C'est une force européenne, juste pour... Oui. Oui, je pense que c'est cela. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Ce sont des sujets délicats. Moi, je me rappelle de l'effet, d'abord de l'opération, de la décision courageuse de François Hollande, de l'opération technique et militaire qui avait été saluée par tout le monde, et notamment par nos partenaires, mais aussi sur ce que cela avait signifié en termes d'image pour la France sur le continent africain. Un retrait, mais ça n'est pas l'option qui va être choisie, un retrait brutal, un retrait de l'Afrique, sonnerait comme un signe de désertion. Ce serait un signe très, très négatif, dans lequel nous voyons, et en plus nous sommes dans un monde ouvert, dans lequel d'autres s'infiltrent. On voit bien... Justement, est-ce que c'est pas, au travers de ce retrait du Mali, est-ce que c'est pas finalement acter la victoire de la Russie qui intervient sous la forme de mercenaires Wagner ? La ligne de crête, elle est étroite. Donc, si nous nous retirons du Mali pour des raisons politiques que chacun a bien en tête, le rôle, l'attitude scandaleuse de la junte, il ne faut pas donner en même temps le signe d'un abandon, d'un retrait de nos partenaires loyaux, des populations africaines, par rapport à nos intérêts stratégiques. Donc la ligne de crête est extrêmement étroite, je le répète, notamment face à des attitudes, à des groupes de mercenaires. Nous parlons du groupe Wagner, qui sont là notamment, nous voyons notamment dans d'autres pays, en Centrafrique, qui sont là pour piller aussi des ressources et pour se payer sur la bête. Mais d'autant, Manuel Valls, que plus de 50 de nos soldats français sont morts là-bas. Et ça, évidemment, ça touche les Français. Si on se retire aujourd'hui du Mali, alors que les groupes terroristes y sont encore présents, est-ce que ça ne peut pas donner l'impression que finalement, il y a eu 50 morts pour rien ? Non, c'est insupportable à entendre. Ça serait insupportable d'ailleurs à entendre. J'écoutais ce matin les mots très, très sensibles, très courageux d'un ancien sénateur, Jean-Marie Bockel, qui a perdu son fils là-bas. Non, ce sont des héros, ce sont des soldats, des hommes et des femmes que je connais bien. Je suis allé plusieurs fois les rencontrer sur place. Non, de toute façon, il y a un moment où les troupes françaises n'ont pas vocation à rester. Non, il y a une situation objective, mais il faut que la France reste dans la région et la capacité d'intervenir. D'autant plus si nous considérons que ces terroristes-là, non seulement s'attaquent
aux Africains, aux États africains, mais s'attaque aussi à nos intérêts stratégiques. Encore une fois, dans une situation très fragile, je vous rappelle qu'il y a eu 3 à 4 coups d'État dans la région, en Afrique de l'Ouest. On va parler de l'Ukraine. Oui, également, puisque Moscou a donné quelques signes plutôt favorables avec un retrait partiel de ses troupes. Alors, un retrait qui n'est pas constaté par l'OTAN, pas confirmé non plus par le ministre Jean-Yves Le Drian. Est-ce qu'on peut faire encore confiance à Vladimir Poutine ? En tout cas, il faut poursuivre le dialogue. Moi, je salue le déplacement du chef de l'État, du président de la République. Ce dialogue, j'imagine, compliqué, difficile, sans doute parfois brutal, avec Vladimir Poutine. Ça a été utile pour vous, cette tournée diplomatique? Oui, mais parce que, de toute façon, il faut dialoguer. Il ne peut pas y avoir une rupture du dialogue. Il faut être lucide. Nous ne savons pas, au fond, ce que veut Vladimir Poutine. Le chancelier d'Allemagne aussi l'a rencontré cette semaine. Donc, je pense que nous devons avoir un objectif, nous les Européens. C'est d'assurer, nous l'espérons, le plus rapidement possible, la mise en œuvre d'un pacte, je dirais, de stabilité et de sécurité pour l'Europe, parce que tout cela se passe en Europe. Mais je crois que rien n'est joué. On a le sentiment d'une forme de désescalade. Tant mieux, mais rien n'est joué. Et nous voyons bien les inquiétudes qui naissent. D'ailleurs, tout le paradoxe de ce dossier, c'est que, compris pour Vladimir Poutine, c'est que cela a remis en jeu, d'une certaine manière, l'Alliance Atlantique, le rôle des Américains sur place, la possibilité pour des pays comme la Suède et la Finlande de demander leur entrée dans l'Alliance Atlantique. Et de l'autre côté, il me semble que nous devons être attentifs au fait que nous ne pouvons pas être suivistes, que nous ne pouvons pas être non plus à la remorque des États-Unis. Donc les initiatives d'Emmanuel Macron comme d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, visent, me semble-t-il, à rappeler que c'est à l'Europe et aux dirigeants européens de définir une stratégie et donc de dialoguer avec Vladimir Poutine sans naïveté et en sachant que à chaque fois, Jean-Yves Le Drian le rappelait encore hier au Sénat, tout dérapage est possible. Julien, sur la crise sanitaire. Oui, sur la crise sanitaire, on a assisté donc aux allègements des mesures et Olivier Véran évoque la fin du masque, l'allègement du pass vaccinal mi-mars. Est-ce que c'est pas quand même un calendrier qui vous interroge, étant donné que certains disent, voilà, on est à proximité de l'élection présidentielle, étonnamment on nous parle d'allègement de mesures. Il y a une élection présidentielle. Il y a une élection présidentielle. J'en ai entendu vaguement parler, je vous avouerai. Écoutez, on peut le penser, on peut dire, tu as un peu de malice. Vous pensez ou pas, vous ? Non, parce que, soyons réalistes, c'est quand même, depuis le début, c'est le virus. C'est la Covid-19, ce sont les différents variants qui amènent à l'adaptation, au changement des politiques sanitaires. Quand nous regardons autour de nous, Danemark, Espagne, etc., ils sont en train d'alléger de manière très, très volontariste l'ensemble des dispositifs. Donc je pense qu'on va vers des allègements, et tant mieux. De l'autre côté, il faut rester prudent sur les gestes barrières, sur la nécessité de continuer à vacciner les populations. Et puis surtout, il faut le reconnaître, nous ne savons pas si nous ne pouvons pas faire face à d'autres types de variants. Je crois que le ministre de la Santé lui-même a évoqué des possibilités pour l'été prochain. Donc il faut maintenir des dispositifs existants. C'est le cas du pass sanitaire qui peut être amené à réactiver d'une manière ou d'une autre, ce que évidemment je ne souhaite pas et je n'espère pas. Monsieur Valls, quelque chose qui ne s'allège pas à la différence des mesures sanitaires, c'est la dette publique. Vous avez certainement vu que la Cour des comptes avait rendu son rapport. Juste encore une fois, à l'orée de la présidentielle, je pense que ça fera causer. Elle s'est accrue de 560 milliards. Elle a explosé durant la crise sanitaire. Est-ce que ça nous prépare à des très mauvaises nouvelles dans les futures années ? Je ne sais pas. D'abord, cette dette publique, elle s'est allégée pour tous les pays de l'Union européenne. Bien évidemment, quand la marée va se retirer, les pays vont se retrouver dans la situation antérieure. C'est-à-dire que, par exemple, l'Allemagne aura évidemment, en termes de déficit public et de dette, une situation bien meilleure que la nôtre. Ce qui, en termes de compétitivité, évidemment, lui donnera toujours le même avantage que nous connaissons. Mais nous sommes face à un paradoxe. Il y a incontestablement ce défi des déficits publics et de la dette.
Une partie vont être rattrapées fort heureusement par le retour d'une croissance puissante. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, mais nous avons aussi besoin d'investissements puissants. On ne va pas supprimer les postes de fonctionnaires à l'hôpital, dans la police, dans la gendarmerie ou dans les armées. La Cour des comptes dit qu'il faut 9 milliards d'économies par an. Oui, mais la Cour des comptes joue totalement son rôle, bien évidemment, mais il faut pas forcément l'écouter, c'est ça. Et oui, non, mais il y a là, de toute façon, des services publics puissants. Il y a une demande, et d'ailleurs un retour de demande forte de l'État protecteur et des services publics. Ensuite, nous avons besoin d'investissements publics, mais il est vrai aussi privés, massifs, puissants, dans le spatial, Emmanuel Macron en parlait hier, dans la recherche, dans l'innovation. Vous vous rendez compte, il y a un plan, et moi je m'en réjouis, qui a été annoncé de soutien et même de retour de la filière nucléaire, on va construire des EPR dans les 20-30 ans qui viennent. Donc, là aussi, ce sont des investissements publics. Vous parlez beaucoup d'investissements, mais on trouve où les économies ? Et oui, c'est une bonne question. Et donc, je pense que ça devrait être un des débats de l'élection présidentielle et des années qui viennent. C'est comment on réforme l'État pour le rendre, évidemment, c'est pas nouveau ce que je dis, le plus efficace possible. Mais je pense que nous allons vivre pendant un certain temps avec cette contradiction, un État protecteur, des investissements puissants pour l'avenir et la gestion de cette dette et de ces déficits publics. Il a cramé la caisse. Il a cramé la caisse, Emmanuel Macron. Non, je pense que les choix qui ont été faits par la France ces 2 dernières années pour faire face à la crise économique liée, bien sûr, au Covid, sont des choix qui ont été justes. C'est là où le politique sert. Moi, sauf que la Cour des comptes dit c'est pas que ça. Oui, c'est pas uniquement les choix liés au Covid, il y a aussi des choix structurels qui ont été faits et qui, du coup, et qui durent depuis longtemps, sans doute, y compris quand Pierre Moscovici était ministre de l'économie entre 2012 et 2014. Mais l'Europe aussi a fait des choix importants. Ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas, il n'y aura pas de retour à une brutalité budgétaire. Si demain, écoutez, on supprime des postes de fonctionnaires, on ferme des lits d'hôpitaux, on ferme des hôpitaux, notamment. Ça, c'est fini. Moi, je pense que ça, c'est fini. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas une réflexion générale. Et je vais vous prendre un exemple bien précis. C'est tout notre système de protection sociale qui, sans doute, doit être revu. Et nous savons bien que pour financer aussi ce système de protection sociale, il faudra prendre des mesures difficiles, mais nécessaires, par exemple, sur les retraites. Et qu'une mesure d'âge, même s'il faudra toujours penser aux carrières longues, à ceux qui ont commencé à travailler tôt, aux questions de pénibilité, une mesure d'âge sera d'une manière ou d'une autre incontournable. Clairement, il faut repousser l'âge de départ. Oui, et puis par ailleurs, on vit plus longtemps. Jusqu'à quand pour vous ? Aujourd'hui, c'est 62, 63 ans. Il y a les 42 annuités, mais qui continuent à évoluer. Sans doute, il faudra aller sur 63, 64, 65 ans. Ce qui va être mécaniquement le cas avec la réforme Touraine. Oui, absolument. Et cette réforme, d'ailleurs, vous voyez bien qu'y compris des choix qui ont été faits quand j'étais au gouvernement, quand j'étais Premier ministre, sont des choix qui étaient justifiés, qui étaient justes et qu'il faudra continuer à appliquer. Mais on voit bien qu'on aura besoin de cette mesure d'âge et sans doute de réformes plus profondes de nos systèmes de protection sociale. Alors, on va parler de la présidentielle. Vous êtes engagé dans cette campagne, engagé contre Éric Zemmour. Vous publiez ce livre, Éric Zemmour, l'anti-républicain. Alors, on a bien compris que vous êtes contre Éric Zemmour, mais qui soutenez-vous ? La République et la France. Et qui porte la République et la France ? Mais je pense que le sujet majeur de cette élection présidentielle, au-delà de ceux que l'on a traités déjà, problèmes stratégiques, géostratégiques et les problèmes liés à nos finances publiques, c'est comment nous réconcilions les Français avec eux-mêmes et avec leurs institutions et avec la démocratie. C'est tout le paradoxe. Nous sommes un pays puissant qui compte dans le monde. On attend la parole du président sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie ou sur ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, au Sahel. Nous avons une économie qui nous a permis de soutenir nos entreprises et les ménages. C'est quand même incroyable, avec des différences significatives par rapport à des pays voisins. Et nous sommes aussi un pays fracturé, divisé, avec une violence. Ça existe dans d'autres pays démocratiques, mais avec une violence verbale et physique. Vous en parlez souvent, notamment vis-à-vis des élus ou de ceux qui incarnent l'autorité, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, professeurs, qui est particulièrement inquiétante. Donc la question de l'unité, de l'apaisement, de comment on gouverne, comment on réforme, retraite, nucléaire, finances publiques,
C'est la question fondamentale. Donc, moi, je ne sais pas si qu'Emmanuel Macron s'était engagé à résorber en 2017. Il a échoué là-dessus. S'il y a un échec d'Emmanuel Macron, et nous savons tous que c'était très difficile, c'est évidemment celui-ci. Il n'en est pas le seul responsable. On ne peut pas dire que les autres responsables politiques ont beaucoup aidé au climat politique. Mais oui, c'est son échec. Donc, je pense que nouvelle candidature d'Emmanuel Macron, s'il se représente, ce qui semble être, semble-t-il, le cas, doit viser, en plus des réformes nécessaires, je pense notamment à la question de l'école ou des retraites, j'y reviens, c'est la réconciliation, c'est l'unité, c'est la concorde, pour prendre un mot à la mode, indispensable. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'oublie pas, par exemple, les questions de sécurité, la lutte contre l'islamisme, à remettre à plat nos politiques migratoires. Donc c'est des sujets à la fois difficiles et qui tendent, nous le savons bien, la société, mais c'est là-dessus aussi que moi je me détermine. Et c'est là-dessus, juste, pardon Julien, et c'est là-dessus qu'Éric Zemmour fait sa campagne, notamment, sur cette question de l'immigration. Vous le voyez, il est dans une dynamique de campagne, il remplit les salles, il est assez haut dans les sondages. Est-ce que c'est aussi parce que les gens au pouvoir, dont vous, n'avez pas répondu à ces inquiétudes pour les Français? Dans ce livre, je dis qu'il se nourrit de nos échecs, de nos manques, de nos lâchetés, d'une partie de la gauche, comme Marine par exemple, Le Pen, de la question de la Jean-Marie Le Pen. Et comme les populistes, en général, Kamel Daoud, grand intellectuel algérien, quand il parle d'islamistes en Algérie, il rappelle qu'ils se sont nourris aussi. Les populistes sont toujours excellents pour photographier ce qui ne va pas. Leurs solutions sont évidemment beaucoup plus dangereuses. Donc, sur le constat, vous le partagez, le constat d'Éric Zemmour. Il ne suffit pas de dénoncer moralement ou politiquement Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Il faut répondre aux questions, nous en avons traité, et notamment, je pense qu'il faut remettre à plat toutes les politiques migratoires. Mais c'est vrai qu'en plus, dans cette crise politique morale que nous vivons, tout personnage disruptif qui ne sort pas de la vie politique. Éric Zemmour est un journaliste, un polémiste, comme on dit. Donc, les gens lui accordent une attention parce qu'il n'est pas un politique. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre sur les manipulations, les mensonges de l'histoire, qui met en plus au service d'un projet qui est ce qu'il appelle, lui, la réunification des droites, c'est-à-dire en finir avec ce cordon sanitaire qui a toujours existé entre la droite et l'extrême droite. Et moi, d'une certaine manière, je crie ce matin, si je puis dire, je demande à la droite républicaine, plus qu'honorable, et à Valérie Pécresse, qui est une femme de très grande qualité, je dis, vous ne pouvez pas donner le moindre sentiment sur le fait que vous cédez un pouce à l'extrême droite. C'est ce qu'elle a fait dimanche, selon vous, non? En tout cas, elle a ouvert une brèche, un débat qu'elle a cherché à combler, mais il y a des mots, je pense, français de papier, il faut faire très attention, c'est une expression connotée du XIXe siècle, qui s'adressait notamment aux Juifs qui ne seraient pas français. Donc il faut faire très attention sur tous ces sujets-là. Et la force de la droite républicaine, celle de Chirac notamment, ça a été de jamais céder le moindre pouce. Ça ne veut pas dire qu'on ne répond pas aux questions, sécurité, immigration, sentiment d'ailleurs de perte d'autonomie de la France, d'une forme de décadence pour certains, auquel je ne crois pas. Je combats notamment cette idée dans ce livre, mais il faut répondre à cette idée de déclassement social ou politique, mais sans céder le moindre pouce sur les valeurs. On ne peut pas dire, par exemple, au deuxième tour, si d'aventure Valérie Pécresse n'y accédait pas, ce qui serait terrible, je crois, pour la droite républicaine, avoir de nouveau la moindre hésitation. C'est ce que dit Ciotti, enfin, d'après le Canard enchaîné. Non, mais c'est ce que Éric Ciotti avait dit publiquement. Oui. Ça serait là une faute morale et politique qui achèverait définitivement la droite républicaine après que les bouleversements de 2017 aient mis à terre la gauche social-démocrate. Ouais, on va en parler juste, mais un dernier mot sur Éric Zemmour. Il est en difficulté à l'heure actuelle pour obtenir ses parrainages. Il annule d'ailleurs en déplacement à La Réunion pour essayer de les avoir. Est-ce que pour vous, ce serait anormal qu'Éric Zemmour n'ait pas ses parrainages et ne puisse pas concourir? Oui, bien sûr, mais il les aura. Ah, pour vous, il les aura. Vous aviez dit fin janvier que vous étiez prêt à travailler avec Macron ou Pécresse. Est-ce que... alors, moi, j'avoue que dans ces cas-là, je me pose la question de la rigidité doctrinale de la colonne vertébrale de M. Valls. Est-ce qu'on peut, comme ça, indifféremment, travailler pour Emmanuel Macron et Valérie Pécresse? Mais vu comme ça fait de moi un opportuniste. C'est votre phrase. Oui ou non, mais parce que, quoi qu'il arrive, le président ou la présidente de la République, nous plaçons dans ces deux hypothèses à travers votre question, sera élu au pire avec 16-17% au premier tour,
au mieux 23%. Et il obtiendra, je pense, d'une manière ou d'une autre, une majorité à l'Assemblée nationale sur la base d'une abstention massive, ce qui d'ailleurs pose, je pense, un vrai problème démocratique de légitimité du Parlement, en tout cas de l'Assemblée nationale. Donc ce que je disais, c'est que les grandes forces politiques, non pas dans une même majorité, dans un même gouvernement, devront s'entendre sur un pacte républicain. Une union sacrée ? Une forme d'union sacrée, pour reprendre un mot de Clémenceau, sur un certain nombre de dossiers, sur une période. Finances publiques, Europe, mesures d'âge sur les retraites, choix du nucléaire, au fond, la République en marche, Emmanuel Macron, les Républicains, une partie des socialistes sont d'accord sur le fait qu'il faut soutenir la filière nucléaire, y compris parce que derrière, il y a également l'enjeu de notre force de dissuasion. Mais il y a toute une filière où technologie, innovation sont indispensables, en plus des emplois que cela représente, et surtout dans ce moment, pour notre autonomie en matière énergétique. Ça nous renvoie d'ailleurs au conflit et les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Bon, donc là, sur ces sujets-là, moi je suis prêt à aider, à soutenir tous ceux qui vont dans ce sens sur ces sujets. J'ai appelé à voter Emmanuel Macron, m'a coûté cher, je crois, en 2017, au premier et deuxième tour. J'ai été député pendant un an de la majorité. Vous ferez de même, là, ou vous n'êtes pas décidé présidentielle. Non, je ne serai pas parlementaire. Non, mais est-ce que vous appellerez à voter Emmanuel Macron J'attends qu'Emmanuel Macron rentre en campagne et qu'il se... Un mot sur un sujet et qu'il s'engage. Je trouve d'ailleurs, j'ai beaucoup... C'est le côté ancien Premier ministre, c'est un club assez fermé, mais je me retrouve pas dans ce que dit aussi Jean-Pierre Raffarin de ce point de vue-là. Moi, j'attends la déclaration d'Emmanuel Macron. Après, les uns et les autres s'engageront. Chacun connaît. Non, mais un mot convictions. sur un sujet de la laïcité. On sait que c'est un sujet que vous suivez particulièrement. Hier, au Sénat, il y avait un débat sur le fait d'interdire les signes religieux dans les compétitions sportives. La droite sénatoriale voulait l'interdire. Le gouvernement s'y opposait. Est-ce qu'il y a des ambiguïtés d'Emmanuel Macron sur ce sujet ? En tout cas, je pense que c'est ce sujet-là, comment le dire, le en même temps est impossible. Alors, après, n'étant pas naïf, ayant un peu d'expérience, je vois bien aussi à quoi servent les débats actuels. Des amendements dont l'aspect constitutionnel n'est pas forcément vérifiable, des tensions, des débats. Mais je vais vous dire mon sentiment. Je suis favorable à cette idée d'interdiction des signes religieux. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait aussi un débat au sein du gouvernement. J'ai trouvé que les positions, par exemple, de Marlène Schiappa sur ce sujet-là étaient particulièrement claires. Mais face à une provocation au fait qu'on l'islamisme nous teste la République, il faut être extrêmement ferme, et notamment vis-à-vis aussi de la condition des femmes, parce que ce voile auquel on veut couvrir les cheveux d'une femme, c'est évidemment quelque chose qui est, de mon point de vue, inacceptable. Et Julien, sur Anne Hidalgo et les déclarations de Ségolène Royal. Oui, bien sûr. Alors, vous avez entendu comme moi les déclarations de Ségolène Royal, qui a dit gentiment qu'à la place d'Anne Hidalgo, elle arrêterait. C'est le mot gentiment qui vous a frappé, je vois. Oui. Alors, elle ne l'a pas dit, c'est moi qui le qualifie comme ça. Mais est-ce que vous auriez la même gentillesse à l'égard d'Anne Hidalgo ? Je n'ai pas la même gentillesse que Ségolène Royal, ça je vous l'accorde. Bon, Ségolène Royal est une femme libre, elle se détermine comme elle l'entend, et de ce point de vue-là, il faut le respecter. Elle a été elle-même candidate à l'élection présidentielle. Et ce qui m'a frappé dans les propos qu'elle tenait hier, c'est que... Au fond, c'était l'union pour l'union. Plutôt, elle disait Jean-Luc Mélenchon mène une bonne campagne, oui. Il est devant dans les sondages, il faut unir, et donc il faut qu'Anne Hidalgo se retire. Mais où est le fond ? Où sont les convictions ? Je pense que... Et elle dit le vote utile à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous partagez ça ? Mais sur quel projet ? Moi, j'avais parlé des gauches irréconciliables, donc vous pouvez imaginer quelle est ma réponse. C'est totalement incompatibles sur le nucléaire, sur l'Europe, sur la vision du monde, sur la laïcité, sur les ambiguïtés évidemment de la France insoumise. Que Jean-Luc Mélenchon ait du talent, qu'il mène une campagne très professionnelle, pour reprendre le mot de Ségolène Royal, qu'il ait du monde dans ses meetings, qu'il soit un orateur hors pair, ça je vous l'accorde, mais enfin, écoutons quand même ce qu'il dit sur le fond. Et l'union pour l'union, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est une erreur. On n'additionnerait pas d'ailleurs les électeurs, mais s'il peut y avoir des électeurs de gauche qui, à la fin, se disent écoutez, on votera pour celui qui est le mieux placé. Mais ça n'arrangera rien au problème de la gauche, qui n'a jamais été aussi faible dans le pays et qui, pour le moment en tout cas, totalement hors jeu. Dernière question. Le PS va disparaître. Deux petites questions. Le PS va disparaître selon vous ? Oui, mais je l'avais dit, je pense que le Parti socialiste, qui ne veut pas dire que ses idées ou ses élus n'existent pas,
Mais la marque socialiste, le mot socialisme est totalement dépassé, ne veut plus rien dire. La marque est finie. Il faudra reconstruire quelque chose d'autre, mais qui ne peut pas se faire à partir de ce qui restera du Parti socialiste. Et ma dernière question, évidemment, vous êtes à l'heure actuelle un grand observateur de la vie politique, mais est-ce que vous avez envie de redevenir acteur et peut-être lors des législatives prochaines? Non, je ne crois pas, parce que je l'ai déjà fait. Mais oui, participer au débat, avoir un jour la possibilité d'avoir de nouveau des missions pour servir mon pays, mais ça ne dépend pas de moi. Et de toute façon, je pense que ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que devient cette grande démocratie qui est la France, qui est traversée par des fractures qui m'inquiètent et qu'il faut résoudre. Merci Manuel Valls. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On rappelle le titre de votre livre, Zemmour l'anti-républicain, c'est aux éditions L'Observatoire.